Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui s'intitule désormais Les conversations de l'Odyssée. Et aujourd'hui, je suis très heureux qu'il nous ait fait l'honneur et l'amitié de sa présence, de vous présenter Robert Hadjedj. J'allais dire qu'on peut applaudir, mais nous sommes tout seuls dans la grande salle de l'Odyssée, et à qui j'ai demandé de bien vouloir venir parce que il a réagi à la suggestion cinéphile de l'Odyssée concernant le film La bataille d'Alger. Alors Robert Hadjedj, c'est une personne que j'ai la chance de connaître et j'espère qu'il acceptera de considérer comme un ami, et qui a été le patron de la CERS et qui a vécu son enfance et son adolescence en Algérie et en Afrique du Nord, et donc qui a été particulièrement marqué, puisque par les événements qui sont évoqués par le film La bataille d'Alger, notamment il avait entre 14 et 22 ans, toute la période, et donc je serais très intéressé qu'en tant que témoin qui a vécu cette période, il nous en parle un peu. Je ne sais pas quand il a vu la première fois le film La bataille d'Alger, mais tout cela, il aura l'occasion de le dire. Mon cher Robert, comme on se connaît et que c'est le protocole de l'amitié, je te tutoie. Oui, Regarde la caméra plutôt que moi, je n'en vaux pas la peine. Et comme ça, la voix portera mieux. Et de toute façon, nous, vous l'avez remarqué, nous respectons la distanciation physique, puisqu'il y a 1,50 m de séparation entre Robert Hadjedj et moi-même. Robert, tu as la parole. Merci tout d'abord, félicitations de parler de distanciation physique, car la distanciation sociale, c'est bien autre chose, et ça m'énerve de l'entendre régulièrement dans les médias et partout ailleurs. La bataille d'Alger, c'est un événement extrêmement grave qui s'est passé dans le pays de France, puisque l'Algérie était à l'époque française, et c'est un événement qui ne peut pas laisser indifférent dans la mesure où il y a eu un affrontement terrible entre l'armée française et en plus les corps d'élite de l'armée française pendant plusieurs mois, l'année 1957, de janvier à octobre. C'est un événement grave car il s'est opposé à des populations, principalement, pour pouvoir capturer ce qu'on appelait à l'époque les félagas, les terroristes, les rebelles, en tout cas ceux qui combattaient pour obtenir la nationalité algérienne et que ce pays soit un pays indépendant. Alors, c'est compliqué de parler de la bataille d'Alger sans la replacer dans ce contexte, parce que tout ce qu'on peut dire peut être annexé dans un cadre de parti pris. Il faut lire un tout petit peu, mais je ne vais pas faire là l'inventaire de tout ce qui s'est passé en Algérie depuis sa conquête. Mais il y a quelques dates marquantes qui me semblent extrêmement intéressantes parce qu'elles génèrent naturellement le meilleur climat pour entrer dans ce conflit qui a duré de 1954 à 1962 et qui a laissé quand même sur le terrain beaucoup de morts. Des morts d'ailleurs qu'on n'a jamais pu bien dénombrer. Du côté français, du côté militaire et civil, ça a été relativement facile. 25 000 morts, c'est quand même énorme. Des blessés, plus de 600 000 blessés, mais ceci n'est pas je suppose qu'ils ont été guéris et qu'ils sont morts de leur belle mort. Par contre, du côté algérien, il y a... alors là, les chiffres sont très complexe à analyser, puisque les harkis, qui étaient réputés gérés par l'armée française, on n'a pas été en mesure de dénombrer le nombre de harkis qui ont laissé leur vie dans ces combats et après l'indépendance de l'Algérie. On chiffre ça à peu près entre 30 000 et 150 000 morts pour les harkis seulement. Et donc, ça veut dire que cette fourchette est insupportable. Il y en a une autre qui est... On parle d'1 million de morts pour les Algériens qui étaient plutôt proches du FLN. Alors, les estimations pour les Algériens qui n'étaient pas harkis et qui ne bénéficiaient pas d'un état civil rigoureux, c'est un peu ça qui se trouve un peu à l'origine de la difficulté d'évaluation du nombre de morts, mais on chiffre, alors selon les opinions, selon les points de vue, les analyses,
entre 250 000 et 300 000 morts. Ah bon. Certains pensent qu'il y en a eu beaucoup plus, et on est autorisé de le penser car les caractéristiques de l'histoire et de l'état civil ne donnent pas toutes les précisions possibles à l'observateur. C'est déjà des chiffres considérables. Ce sont des chiffres considérables, et c'est un événement qui n'a fait que succéder à toute une série, et c'est pour ça que c'est très important de rappeler un peu l'histoire, rappeler quand même que l'Algérie n'a été conquise. On a conquis Alger en 1830, mais bon, c'était pas toute l'Algérie. Il a fallu 40 années de conquête pour permettre d'abord à Charles X, puis ensuite à Louis-Philippe, Napoléon Bonaparte, qui a fait l'essentiel du travail jusqu'en 1867, 68 en tout cas. Et ensuite, cette période a été terrible, mais il faut savoir aussi que l'annexion du Sahara n'est intervenue qu'en 1902, c'est-à-dire très peu avant que les communautés se divisent à un point tel qu'elles ne pouvaient que s'opposer. Et je parle des communautés musulmanes, juives et chrétiennes. C'est le fond. La bataille d'Alger, on ne peut pas l'appréhender sans évoquer les conflits intercommunautaires. Non pas pour l'aspect religieux auquel il pourrait laisser penser, non, parce que c'était une culture. On avait une culture musulmane, une culture juive, une culture chrétienne, et ces trois cultures avaient, à l'époque en tout cas, peu de chances de trouver beaucoup de points communs. Peut-être que les musulmans et les juifs écoutaient probablement, même certainement, une musique dans la langue arabe ou kabyle à peu près identique. Ils avaient une cuisine relativement conforme. Le monde chrétien avait une culture importée de France, de la métropole à l'époque, bien entendu, majoritairement, mais également d'Italie, d'Espagne, du Maroc, de la Tunisie. Et donc c'était un mélange, une cuisine intéressante qui a d'ailleurs été développée depuis. Alors, ce conflit qui a toujours existé depuis le tout début, la communauté musulmane n'a pas accepté en 1870 que le décret Crémieux accorde la nationalité française à la communauté juive. Alors c'est une rare malice de la France, colonisatrice, qui avait voulu là scinder des communautés qui ne vivaient pas ensemble, mais qui se supportaient. Et ça, c'était très désagréable pour le colonisateur qui était la France. Et donc, en 1870, les Juifs sont nationalisés français. Les musulmans, non. Les musulmans, non. Oui. Ça ne vivait que... C'est le fameux décret Crémieux. Décret Crémieux qui a été en vigueur assez longtemps. Je vais y arriver. Je vais passer rapidement. En 1902, donc, annexion du Sahara, séparation des communautés toujours... Je parle souvent de séparation des communautés parce que rien ne m'énerve plus quand on veut absolument, après les guerres, après les conflits, raconter qu'on s'entendait bien, on s'aimait, on s'embrassait. Certes, ça pouvait arriver en l'une ou l'autre occasion, mais c'était des phénomènes extraordinaires. Les trois communautés vivaient séparément. On vivait les uns à côté des autres, mais pas les uns avec les autres. Et ça, on pourra me raconter beaucoup d'histoires, en tout cas celles que j'ai vécues dans les 20 dernières années de l'Algérie française, m'ont largement convaincu que jamais, au grand jamais, les communautés ne pouvaient s'entendre tant ils avaient des intérêts divergents. Les uns un intérêt dominant, les autres un intérêt de libération de l'esclavage, et d'autres plutôt neutres qui essayaient de vivre leur vie en essayant de tirer parti de situations voisines qui leur étaient offertes. 1902, annexion du Sahara, je vais un peu plus vite, 1914-1918, parenthèse douloureuse, très douloureuse pour la France, qui efface un peu les sujets qui se posaient en Algérie. 1918,
1919 commence une crispation de la communauté musulmane qui n'accepte pas une telle différence avec la communauté juive, qui était logée à la même enseigne historiquement, puisque natifs d'Algérie, non pas faisant pas partie des pieds noirs qu'on a appelés par la suite, n'étant pas venus de métropole pour l'essentiel, étaient nés en Algérie depuis plusieurs générations, et j'en fais partie. Donc 1919, la crispation commence. 1932, je vais un peu plus vite, là se dessine le premier mouvement national de libération de l'Algérie, le fameux MNA, à l'initiative de Messali Hadj. Les Français, le gouvernement français, les gouvernements français qui se sont succédés n'ont jamais pris très au sérieux ce qui s'est passé en 1932. Et puis très rapidement, nous sommes arrivés le Front populaire, puis ensuite 1939, début de la guerre. On trouve que c'est quand même pratique d'avoir conquis l'Algérie, puisqu'on a puisé l'Algérie et les autres pays d'Afrique, puisqu'on a puisé en Algérie, au Maroc, en Tunisie, qui étaient deux protectorats, au Sénégal, des troupes valeureuses, des troupes quantitativement extrêmement importantes, qu'on s'est permis de mettre aux premières lignes des combats contre l'Allemagne, et ces valeureux guerriers ont montré d'ailleurs leur talent de guerrier qu'on retrouvera très rapidement plus tard. La guerre 39-45 passe, entre parenthèses, en 1940, le décret Crémieux est abrogé, ce qui pouvait faire plaisir, mais encore qu'ils n'ont même pas vécu la chose, ils n'ont pas lu cette chose. Le décret Crémieux abrogé, les Juifs étant devenus plus français, donc on s'est toujours demandé ce qu'ils étaient devenus à ce moment-là, mais enfin bon, mettons algériens, peut-être avec des guillemets. Et puis ensuite, en 1945, le décret Crémieux est réintroduit dans sa validité, parce qu'il avait, avec les années, perdu sa valeur juridique et constitutionnelle, et donc les Juifs sont de nouveau français, et ceci a provoqué une colère des musulmans algériens qui ne comprenaient pas qu'après avoir fait la guerre, après avoir aidé la France à se libérer, après avoir libéré l'Alsace, la Lorraine, après avoir participé de manière mortelle, mortifère, à la bataille de Cassino en particulier, je pense aux batailles en Italie où ils ont été profondément massacrés, ne comprenaient pas qu'on ne fasse pas le même traitement pour les Juifs qui sont originaires d'Algérie et les musulmans qui sont eux aussi originaires d'Algérie. Et ils n'acceptaient pas d'être considérés comme citoyens de seconde zone, alors? Ah ben non, ils n'étaient pas citoyens, ils étaient autochtones, sujets, enfin, il n'y avait même pas de terminologie, ce qui est quand même extrêmement grave, quoi, de ne pas appartenir à une communauté nationale, quoi. Et c'est ça qui est le vrai motif. Alors, en 1946, mes parents, j'étais né, mais en 1946, il y a eu de grandes émeutes en 1946, qui ont opposé les communautés juives, chrétiennes et musulmanes, des révoltes, les commerçants ont été pillés de leurs biens, tous les possédants ont été pillés dans cette région de leurs biens, et si bien que les choses ont dû être matées, entre guillemets, par l'armée française de manière féroce pour mettre fin à ces exactions, et malgré tout cela, en 1948, un certain Ferhat Abbas, pharmacien à Sétif, où avait eu lieu tout le centre des émeutes. On dit le Constantinois, mais c'était surtout à Sétif, d'ailleurs le pays où toute ma famille est née, la ville dans laquelle toute ma famille est née, en dehors de moi, parce que moi je suis né dans un village à côté, et donc Ferhat Abbas, pharmacien à Sétif, demande à la France, demande à la France la nationalité française pour tous les intellectuels musulmans algériens. On peut en rire aujourd'hui de cette demande parce qu'elle est inqualifiable, mais c'était dire dans quel désarroi étaient les intellectuels musulmans qui ne comprenaient pas, à juste titre, encore moins,
que les populations moins éduquées. Pourquoi il y avait une telle différence entre les deux communautés juives et musulmanes. Et donc, c'était en 1948, la France s'est empressée d'écarter cette éventualité. Eh bien, effectivement, on a retrouvé Ferhat Abbas, président du Front National de Libération Nationale. Et sa demande a été refusée ou même pas prise en compte? Non, même pas étudiée. Réponse, voilà. Même pas étudiée. Donc, ça a été. Donc, 1948 à 1954, fabrication du Front de Libération Nationale et puis mise en œuvre d'une armée de la libération nationale. Et quand je disais tout à l'heure que pendant les guerres 39-45, on avait observé que les Algériens étaient des bons guerriers, malheureusement, on l'a retrouvé, malheureusement pour la communauté française, on l'a retrouvé, et puis d'ailleurs pour la communauté algérienne aussi, on l'a retrouvé dans les combats qui ont né, dans les massacres qui ont eu lieu. Alors, 1954, commencent des attentats, la France mobilise son armée pour essayer de lutter contre cette rébellion. On ne parlait pas de guerre, hein, c'était un vilain mot, c'était des événements d'Algérie. On était pudique à cette époque. Un euphémisme. Des événements qui entraînaient des morts par centaines, mais ce n'étaient que des événements. Et des rebelles, et des hors-la-loi en quelque sorte. Bon. En 1957, c'est pour arriver finalement à notre sujet, un gouvernement guidé, dirigé par Guy Mollet, socialiste, François Mitterrand, qu'on connaît, Ministre de l'Intérieur. oui, ministre d'État, Oui. Mendès France, ministre d'État, à qui on doit l'autodétermination de toutes les colonies, mais pas celle de l'Algérie. Chaban Delmas. Voilà 3 ministres d'État qui accompagnaient Guy Mollet et qui lancent, pour des raisons qu'on ne peut pas distinguer du prestige recherché ou du souci d'exister politiquement de manière majoritaire, cette coalition engage la bataille d'Algérie et aussi également pour flatter l'orgueil de nos militaires qui, les uns avaient beaucoup souffert des premiers combats des 3 premières années de la guerre d'Algérie, mais surtout quelques échecs cuisants dans les Aurès, en Kabylie, où là, les choses ont été dures pour l'armée française, et surtout qu'il y avait là des rappelés, ce qui mettait la population française dans une colère justifiée de voir les enfants partir au feu et en perdre quand même beaucoup. Et donc, cette situation, on engage la bataille d'Alger pour nettoyer, car on disait que si, à l'époque, si Alger était libéré du terrorisme, parce qu'il y a eu quand même quelques attentats extrêmement graves, avec beaucoup de morts, des innocents. Les morts sont toujours innocents, mais là, en l'occurrence, c'était des jeunes près des universités, dans des cafétérias qui ont explosé. Bon. Au lieu de se préoccuper de la motivation qui poussait des femmes et des hommes, parce que les femmes algériennes ont participé à ces attentats, qu'est-ce qui pouvait justifier, pousser, motiver ces personnes d'engager de tels combats pour tuer autant d'innocents? Au lieu de cela, on a dit, on va éradiquer le terrorisme en Algérie, puisqu'on n'a jamais considéré que c'était une guerre, donc il fallait éliminer les hors-la-loi, et pour ce faire, on se doutait bien qu'ils n'étaient pas cachés par des Français naturalisés ou des Français venant de France qui vivaient en Algérie. Ils n'étaient sûrement pas cachés chez eux. Et donc le seul secteur dans Alger qui pouvait abriter les rebelles était la Casbah. Casbah impénétrable pour des gens qui n'ont pas grandi à l'intérieur, ne pouvaient pas se repérer, donc géographiquement difficile à lire. Et donc, dans la Casbah, effectivement, un nombre incalculable de caches dissimulés, à la fois hommes, femmes et armements, des armements puissants. On lance la bataille d'Alger. C'est une bataille qui a été essentiellement menée par les troupes d'élite de l'armée française, sous l'égide du général Massu à l'époque et du colonel Bijard, qui est devenu ensuite après ministre et général.
On peut dire que ça lui a réussi. Et donc, les deux officiers, dont les qualités militaires ne sauraient être mises en doute, ont lancé leurs troupes d'élite dans une fouille qui a duré dans un matraquage de police un matraquage de police et d'opérations militaires qui ont fait que, au fond, on a nettoyé la Casbah, et j'ai vu de mes yeux puisque j'habitais à l'époque en lisière de la Casbah, et j'ai vu. Quel âge en 57? Alors là, j'avais 17 ans. À 17 ans. Il y a 17 ans, on se souvient bien des choses. Et puis j'ai vu, ça c'est inoubliable, j'ai vu d'abord les armes, les munitions amassées sur une esplanade qui était face à la maison où je vivais, une grande esplanade où on donnait un cirque, des spectacles de cirque. Donc c'est une grande place, une colline d'armement. C'était une colline qui montait au moins à 10 mètres de hauteur, donc assez conséquent. Et ensuite, après, j'ai vu le défilé des prisonniers, ceux qui étaient encore vivants. Et puis j'ai vu, ensuite après, le défilé des vainqueurs qui ont défilé, comme savent le faire les parachutistes, en chantant, en marchant au pas, avec en tête le général Massu et le colonel Bijard. Voilà comment s'est terminée en octobre 1957 la guerre d'Algérie, qui a à tout jamais séparé définitivement. On ne pouvait plus parler d'événements, on ne pouvait plus parler de rébellion. Le conflit s'était installé par la misère qui a été mise en place et qui était de nature à sauver politiquement nos dirigeants politiques, mais aussi à essayer de gagner un peu d'orgueil et de fierté à notre armée qui avait beaucoup souffert auparavant. Au prix de fermer les yeux sur l'utilisation de la méthode de la torture pour arracher le plus vite possible les informations. Alors, l'organisation dite à l'époque terroriste était très astucieuse. Elle a été fortement inspirée parce que c'est ce qui s'est passé en Indochine. Donc, c'était une organisation pyramidale où, comme on le retrouve d'ailleurs dans les milieux mafieux, c'est-à-dire que à chaque échelon, on ne connaît pas les supérieurs et on ne connaît que ceux qui sont sous les ordres. Et d'un triangle, puisque ce sont des triangles qui sont accolés, d'un triangle à l'autre, on ne se connaît pas non plus. Il n'y a que celui qui est au-dessus des deux triangles qui ne connaît le contenu des deux triangles. Et ces triangles forment une pyramide pour aller vers les grands chefs de la révolution algérienne. Et donc là, effectivement, pour entrer dans cette organisation et y découvrir non seulement la localisation, mais l'identité de ceux qui pouvaient encore présenter des dangers pour la population française, on est entré dans la Casbah en usant de moyens d'information, je suis poli, et pour être bien informé, on a vu plus tard qu'il fallait utiliser des moyens de rétorsion, des moyens de rétorsion d'ailleurs qui ont été utilisés des deux côtés. Ça a été utilisé par l'armée française, mais l'armée française, avec la France derrière, ne pouvait pas se permettre de faire une chose pareille. C'était insupportable. Mais les terroristes algériens ont procédé de la même manière, en faisant des attentats aveugles qui ont tué des innocents, mais aussi en tuant leur propre population musulmane, en tout cas celle qui refusait de participer à ce mouvement, ou en tout cas qui avait peur, ou qui ne pouvait pas cotiser financièrement ou aider matériellement la rébellion, qui a eu ses moments de souffrance, qui a eu ses moments de difficulté d'approvisionnement, qui a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour les deux parties qui étaient opposées. Et donc, c'est vrai que les moyens qui ont été utilisés par l'armée française ont été terribles, puisqu'il fallait obtenir des informations pour pour reformer l'organigramme de la rébellion, il fallait faire parler les gens, et on a usé des moyens les plus inacceptables pour obtenir des aveux. Écoute, tout cela est passionnant. Pour terminer, cher Robert,
parce que je t'écouterai, moi, et je pense tout le monde, des heures encore, on t'écouterait parler de ces événements. Moi, je voudrais te poser deux questions pour terminer. La première, le jeune adolescent de 17 ans que tu es, du point de vue du vécu, qu'est-ce que tu as ressenti à l'époque et puis après, comment ça a continué à te marquer les années suivantes? Parce que d'une certaine manière, c'est une adolescence qui est volée aussi, que d'être obligé d'être témoin de choses pas très ragoûtantes. Alors le premier prix à payer dans cette situation, ça a été pour moi en tout cas la perte de tous mes amis de la jeunesse, tous mes camarades de classe, tous mes amis du conservatoire de musique. Voilà, là effectivement c'est une très grosse rupture. Et quand je me suis retrouvé en France, je dois dire, j'ai beaucoup envié les générations que je voyais se retrouver entre amis de la même classe, de militaires ou scolaires. Et ça m'a donné vraiment conscience que j'avais perdu quelque chose. Par contre, c'est vrai que j'ai eu la force, depuis toujours, j'ai eu la force de ne jamais cultiver la nostalgie. Ce pays est le pays d'Algérie est un pays merveilleux. Je l'ai quitté, j'y suis retourné plusieurs fois. C'est un pays très très beau à voir, mais ce n'est plus mon pays. Je suis né français et donc j'ai une appartenance à la France et j'ai fait mes devoirs militaires et civils à l'égard de ce pays qui est le mien. Et donc pour moi, il n'y a pas de débat. Et la nostalgie, je n'ai jamais voulu la cultiver, tout comme je n'ai jamais voulu investir dans un espèce de pseudo-communautarisme. Ah ben on va se retrouver pour boire la nisette avec la kémia, pour utiliser les termes de cette communauté. Non, ça j'ai toujours refusé parce que c'était le meilleur moyen de ne jamais s'intégrer. Et c'est vrai que dans un premier temps dans le sud de la France, puis ensuite arrivé à Strasbourg en 1968, c'est-à-dire quelque peu 6 ans après l'indépendance de l'Algérie, c'est vrai que à la fois Strasbourg et les Alsaciens m'ont accueilli et m'ont accepté tel que j'étais, avec mes différences et puis peut-être quelques qualités. Alors, toute dernière question, si tu peux en parler rapidement. La première fois que tu as vu la bataille d'Alger, c'était en quelle année? Après 71 ou C'était dans la fin des années 70. Oui. Je les ai vus à Strasbourg, donc c'est sûr. Donc j'imagine que c'est 79-80, je n'en suis pas très sûr. Mais en tout cas, c'était tout de suite après la levée de l'embargo. Oui. Et tes impressions? Alors l'impression, le film est un film, d'abord, qualitativement, je ne suis pas un grand filmologue, mais je trouve que c'est un film qui a été très très bien réalisé. Il a été naturellement frappé par la censure parce qu'il révélait des vérités qui sont devenues maintenant aujourd'hui indiscutables, et puisque les participants ont même avoué avoir participé à ces exactions. Donc la bataille d'Alger, on n'en discute plus ni la forme ni le fond. Cela dit, c'est vrai que le film retrace bien l'ambiance, avec d'ailleurs un certain courage, puisque le réalisateur a eu le courage de montrer les choses en balance, en équilibre. Il n'a pas favorisé une communauté par rapport à l'autre. Il faut bien se rendre compte que quand il a réalisé ce film, quelques années après l'indépendance, il fallait bien qu'il mette en œuvre que c'est la population algérienne la plus nombreuse, majoritaire, 9 millions sur 10 millions d'habitants, avait finalement gagné son indépendance, et c'est bien pour cela qu'on peut, de manière un peu particulière, penser qu'il y ait eu une balance qui ne soit pas trop équilibrée. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'on a montré dans ce film, assez justement, assez douloureusement, les souffrances de part et d'autre.
comme elles sont plus nombreuses du côté algérien, il n'était pas anormal que l'accent soit mis là-dessus. Voilà. Mais au niveau des tortures, ce film montre bien aussi que les tortures ont été dans un sens qu'on en a un autre. Et ce qui est original, on n'a jamais vu des Français torturer des Français, mais on n'a jamais vu aussi autant d'Algériens rebelles massacrer par la torture leurs propres coreligionnaires. Eh bien, je te remercie beaucoup, cher Robert, c'était vraiment passionnant. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition des Conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, autour de la bataille d'Alger, avec qui? Avec Robert Hadjedj.